Salut Hélène, Hello Camille, comment vas-tu? bien. On fait une édition spéciale RNTP car on est sur le salon des rencontres nationales du transport public. Il y a tout acteur ici, des autorités organisatrices de mobilité, des opérateurs de transport, des solutions technologiques, des applications, bref, même des bus. Il y a beaucoup à faire et à découvrir. Je souhaitais faire une édition spéciale notamment avec toi. Et avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Hélène? Je suis Hélène Juteau, je suis la cofondatrice de Mobidip, qui est une start-up nantaise créée en 2021, qui est issue de la recherche académique. Et donc moi je suis sociologue de formation, spécialiste des questions de mobilité quotidienne. Donc tu as fait un cursus universitaire avec une thèse du coup en sociologie sur les questions de mobilité. Oui, j'ai étudié les jeunes, notamment les jeunes de régions, enfin d'agglomérations, de grandes agglomérations, et la manière dont ils se déplacent, notamment pour accéder à l'emploi, à la formation. Et j'ai découvert toutes leurs capacités, mais aussi leurs difficultés à accéder à tous les espaces de la mobilité d'aujourd'hui. Et donc on a découvert avec mon associé, il y a quelques temps, même au-delà de ma thèse, le sujet de l'apprentissage de la mobilité. La mobilité, ça s'apprend, comme on apprend une langue, comme on apprend plein de choses. Et donc c'est l'objet de Mobidip, de créer des outils d'apprentissage, d'éducation, de formation à la mobilité quotidienne. Et donc effectivement tu présentais en grande ligne Mobidic, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement? Qu'est-ce que vous faites pour la mobilité au quotidien? Comment vous accompagnez les acteurs et les usagers? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Mobidip? Alors Mobidip a développé un outil en réalité virtuelle, donc avec les casques de réalité virtuelle, où l'objectif est d'immerger les personnes, donc les jeunes et moins jeunes, on pourra revenir sur la cible, dans des situations de mobilité quotidienne. Donc elles sont dans le bus, elles achètent un ticket à une borne automatique, elles demandent leur chemin dans la rue, elles utilisent le GPS dans la rue également, elles montent dans un covoiturage qu'elles ont organisé, tout ça en réalité virtuelle, pour les entraîner une fois, deux fois, 10 fois, même plus s'il le faut, pour qu'ensuite elles soient plus à l'aise et à même de se déplacer en vrai, en toute autonomie. Donc on vise en effet des jeunes à la base en situation d'insertion sociale et professionnelle. Maintenant on vise les moins jeunes aussi, des personnes âgées. On commence de travailler avec Il y a la un cible véritable senior. sujet sur, Ouais. sur les seniors et sur la mobilité. Ouais, tout à fait. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé sur le sujet des personnes en situation de handicap. Donc nous, on travaille plutôt avec des personnes en situation de handicap cognitif, des personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme, voilà, pour qui il y a un vrai problème en fait de compréhension de la mobilité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se déplace dans les espaces contemporains qui sont de plus en plus complexes? Comment est-ce qu'on se déplace dans les réseaux de transport qui sont hyper techniques, numériques, qui sont bien bornés aujourd'hui? Comment est-ce qu'on comprend voilà, l'organisation d'un covoit? Comment est-ce qu'on entre en relation avec un contrôleur? Il y a plein de choses dans la mobilité, indépendamment même des modes de transport, qui peuvent poser problème aujourd'hui, parce que c'est pas si évident que ça. Et du coup, concrètement, comment ça se passe quand vous travaillez avec un territoire sur le terrain? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un cas pratique, un cas d'usage à nous partager? Et puis même une petite anecdote si tu as. Bah, les anecdotes, j'en ai plein, mais en fait, on a deux manières de travailler. Soit on travaille directement avec une structure, une association par exemple, qui accompagne des personnes en situation de handicap, autistes, etc., et qui ont des besoins d'outillage. Voilà. Donc on travaille directement avec eux, on les outille, on leur donne un casque, et puis eux, les professionnels vont ensuite déployer le casque auprès des personnes. Et parfois, on travaille en effet vraiment sur les territoires en partenariat, ou en tout cas en collaboration avec la collectivité et l'opérateur de transport, où là, on va mettre en réalité virtuelle le territoire, les services qui s'y trouvent, pour ensuite pouvoir vraiment venir y plonger les personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc voilà, bon, après des anecdotes, je sais pas, j'en ai pas une qui Si tu vient en en as tête là, une mais comme ça qui te marque sur le terrain, parce que c'est vrai que quand on fait des solutions, quand on est entrepreneur, on va beaucoup sur le terrain, on va au plus proche des usagers pour pouvoir comprendre véritablement leurs besoins, leurs spécificités. Et donc du coup, est-ce que sur ce volet-là, en ayant... c'est des anecdotes, enfin plutôt sans
sans forcément parler d'anecdotes, mais en tout cas des retours positifs, où il y a vraiment des personnes en fait qui soit viennent nous voir, soit de par la structure avec laquelle on travaille, nous disent que ça fonctionne en fait. Voilà, qu'elles elles se sentent plus à l'aise, plus en confiance ensuite de se déplacer en réalité. Et ça marche notamment super bien avec des personnes autistes, parce que le casque, c'est vraiment un univers très sécurisé. Voilà, on peut l'enlever à tout moment. Et donc le fait d'être plongé, de pouvoir s'entraîner dans des univers il y a des vraies personnes autour de nous. Enfin voilà, on s'y croit quoi. Et donc ça marche en fait. Elle s'immerge 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quand même un besoin de répétition, comme dans la vraie vie. Faut répéter quoi. C'est de la formation. C'est de la formation. Et ensuite, il y a du passage à l'action. Il y a des gens vraiment qui débloquent de l'action grâce à l'immersion qui a été apprenante. Donc ça, c'est pas une anecdote, mais c'est le du meilleur concret. retour qu'on peut avoir, quoi. C'est que ça, concrètement, ça fonctionne, quoi. Et tu me disais du coup que les personnes en situation de handicap sont très réceptives par rapport potentiellement à d'autres publics que vous accompagnez. Ouais. Que tu sais pas d'un point de vue scientifique pourquoi, mais en tout cas, c'est toi Oui. un retour que tu as de... Ça fait elles font partie des personnes les plus réceptives, je pense, à la réalité virtuelle. En tout cas, sur le handicap cognitif, parce que nous, on n'est pas sur le handicap physique, pour le moment en tout cas. Oui, je pense que c'est vraiment le fait d'être immergé et de pouvoir partir de cette immersion à tout moment. Enfin, c'est vraiment un espace hyper confortable pour venir travailler des moments qui sont difficiles à vivre en fait pour certaines personnes. Le fait de se retrouver dans un bus bondé, de ne pas savoir comment on descend, de ne pas savoir où est-ce qu'il faut appuyer sur quel bouton et qu'est-ce que les gens vont dire si j'appuie sur le bouton pour sortir du bus. C'est vraiment des petites choses comme ça qui vont bloquer les personnes. Et donc, ça fonctionne sur tout le monde, mais c'est vrai que ce dispositif-là immersif est particulièrement efficace sur les personnes en situation de handicap. Super intéressant. Et si on veut avoir un peu plus d'infos sur Mobidip, on vous retrouve sur LinkedIn Sur LinkedIn, on a un site internet. On a aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Parce que parfois c'est assez difficile de... Enfin concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le casque, c'est pas forcément évident de s'imaginer. Donc sur YouTube, on a plein de vidéos qui expliquent tout ça, qui expliquent notre projet aussi, qui a un projet... voilà, de changement de société aussi. Nous, notre volonté, c'est de créer des outils pour apporter une culture de mobilité en fait, à tout le monde. Qu'on puisse avoir la même culture de mobilité et qu'on puisse se déplacer comme on le souhaite, quoi, en toute liberté. Tout le monde n'a pas la même culture de mobilité. À la base, tout le monde n'a pas eu les mêmes expériences de mobilité. Des personnes qui bougent très très peu pendant leur enfance, pour qui après c'est très difficile de le faire, parce qu'elles n'ont pas eu cette connaissance, ces expériences. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est d'apporter une espèce de culture commune mobile pour que tout le monde puisse se déplacer par choix et en toute liberté. Voilà. Parce qu'il y a les villes, les grandes villes, il y a les territoires plutôt ruraux, donc il faut pouvoir aussi s'adapter à chaque territoire. Exact. Et chaque territoire est unique avec des besoins uniques de mobilité, notamment pour les publics. Donc, chaque territoire est unique, mais en fait les problématiques restent les mêmes sur tous les territoires. Et qu'ils soient urbains et ruraux, au final on retrouve les mêmes problèmes. Enfin nous en tout cas c'est ce qu'on a pu voir, c'est ce problème-là d'expérience mobile. Voilà. Et alors c'est beaucoup plus saillant sur les territoires ruraux, évidemment, parce qu'il y a moins d'offres de transport, donc tout de suite les problèmes sont plus visibles. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous on travaille principalement sur les territoires ruraux et périurbains. C'est là où finalement on a le plus de déploiement et de demandes. Ouais. Super, merci de nous avoir présenté Mobidip. Merci à toi. Si tu dois résumer en 3 mots les RNTP 2025 ? Alors je dirais... alors j'en ai un qui me vient, c'est ministériel, parce qu'on a eu la visite du ministre des Transports. Donc je dis ça un peu pour plaisanter, mais en même temps c'est important pour nous aussi, parce que c'est des petits coups comme ça de mise en visibilité d'un sujet qu'on porte depuis longtemps maintenant, l'éducation, la formation et la mobilité, dont il faut s'emparer, dont les collectivités doivent s'emparer, parce que les territoires sont de plus en plus complexes. Donc il y a un besoin de formation des populations sur la question de mobilité, et dont aussi les opérateurs de transport doivent s'approprier. Donc voilà. Donc ministériel. Est-ce que tu en as 2 autres ? Et alors, est-ce que j'en ai 2 autres ?
Oh, non. Rencontre. Ouais, bah Ce rencontre matin. évidemment parce que je suis contente de t'avoir rencontré. Je suivais les immeubles depuis longtemps, donc je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et d'avoir aussi pu mettre un pied dans le mouvement Femmes en Mouvement, parce que je pense que je vais adhérer. C'est important en tant que femme, je pense, Surtout femme dans la mobilité. Voilà, femme dans la mobilité, c'est important de le revendiquer. C'est quand même un monde d'ingénieurs masculins, hein, quand même, encore aujourd'hui. Donc pour ça, c'est ça, je suis ravie. Et puis un troisième, Quel sujet est ressorti le plus Alors moi, j'ai pas encore eu le temps vraiment de me balader. Mais est-ce qu'il y a un sujet que... quand tu te balades dans les couloirs, ce qui ressort le plus, c'est quand même, je trouve, ce qui se fait maintenant sur tout le volet d'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est vraiment... c'est visible absolument partout. Ce qui montre à quel point quand même je trouve le monde de la mobilité est assez parfois déconnecté des usages, quoi. Enfin, quand on se balade dans les couloirs, on est très très loin de la réalité des gens en fait. Et parce que finalement la mobilité c'est un milieu de technologie, quoi. C'est un milieu d'ingénierie, de techniques complexes, etc. Et puis en parallèle, il y a la vie des gens, quoi. Qui montent dans le bus tous les jours. Qui montent dans le bus tous les jours. Et donc on peut répondre à certains problèmes avec l'intelligence artificielle. Ça fera pas tout. Mais bon. On est d'accord. Merci beaucoup, Merci à toi. Hélène, d'être Merci. venue et à très vite. Ouais, avec plaisir. Merci. Bye bye.